Alors, on va poursuivre avec la présentation d'un grand chapitre. Donc, on a appelé évaluation et accompagnement des personnes autistes. Et on a découpé cette présentation en 3 parties. On va commencer par les outils d'évaluation adaptés au public TSA, TND. Ensuite, on va faire un focus sur tous les outils justement de prise en charge somatique, et on finira par les méthodes d'accompagnement et les outils adaptés à la prise en charge de ce public-là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Caterina Seremidi. Je suis psychologue au CESAD de Nisien et au CESAD Saint-Michel, à l'unité précoce. Et je suis avec Neti Pastour. Donc moi, je me présente, je suis Neti Pastour, je suis neuropsychologue au sein de l'URAT, donc de Villepinte, qui est l'unité renforcée d'accueil transitoire. Et je travaille également au sein de la Massor-les-Murs de Villepinte. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter avec Neti les outils d'évaluation psychoéducatif. L'évaluation, elle est primordiale dans l'accompagnement de personnes avec TSA tout au long de leur parcours. Donc, on va commencer par une définition de qu'est-ce que c'est une évaluation psychométrique, un test psychométrique. Donc, un test peut être qualifié de psychométrique dans la mesure où il est standardisé. C'est-à-dire que les modalités d'administration du test et l'interprétation des résultats sont identiques pour tous les participants, peu importe qui passe l'évaluation. Ceci permet à un test de disposer par la suite des normes, et les tests psychométriques permettent d'étudier les caractéristiques et les différences entre des individus ou des groupes d'individus basés sur une approche statistique objective. On parle aussi d'étalonnage, qui permet de situer chaque personne par rapport à son groupe de référence sur la base de certains critères comme le sexe ou les niveaux d'études. Le bilan psychologique est une photographie des forces et des difficultés du fonctionnement cognitif d'une personne à un moment précis. Les tests psychométriques font l'objet d'études de validation scientifique. Ceci nous oriente vers une interprétation des résultats de façon quantitative. Mais l'aspect qualitatif occupe aussi une place primordiale dans l'interprétation des résultats. Des questions du type comment la personne évaluée interagit avec l'examinateur et le matériel du test? Est-ce qu'elle fait preuve de curiosité et d'endurance? Est-ce qu'elle accepte les transitions et les interruptions? Quels sont les aménagements nécessaires qui ont été proposés à la personne? Comment la personne réagit à l'échec et est-ce qu'elle met en place des stratégies pour faire face? Quel est le contenu de ces réponses? Tout ça, ça apporte l'aspect qualitatif. Les croisements de l'aspect quantitatif et qualitatif nous permettent de voir la personne dans sa globalité et de donner aux évaluations une vision plus polyvalente. Passons maintenant aux évaluations fonctionnelles. L'évaluation fonctionnelle est basée sur une approche développementale ou fonctionnelle. Une approche développementale permet de donner des indications sur l'ordre d'apparition de différentes compétences dans le développement d'un individu. L'approche fonctionnelle permet de cibler de façon précise et concrète les compétences et les comportements nécessaires pour améliorer les langages, l'autonomie et la qualité de vie de la personne. Les outils fonctionnels, les évaluations fonctionnelles, mesurent les compétences de la personne dans différents domaines, comme la communication expressive et réceptive, l'imitation, le jeu, les consignes de groupe, la vie quotidienne, et ceci dans différents contextes. Il y a par exemple des items qui vont être évalués dans un contexte test et d'autres qui vont être évalués à travers des observations dans le milieu naturel de la personne, par exemple en classe, en récréation ou à domicile. On dit que l'évaluation fonctionnelle est à la base de toute intervention éducative, car elle est à la fois un outil d'évaluation, mais aussi un curriculum. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est passée, elle permet de situer les réussites de la personne dans différents domaines du développement
et identifier certains objectifs de travail. Elle peut aussi donner des indications sur l'ordre de compétences à travailler et comment certaines de ces compétences pouvaient être enseignées. Comme vous voyez sur le diaporama suivant, il y a différents types d'évaluation. Il existe de nombreux tests poursuivant des objectifs complémentaires. Il y a des outils diagnostiques comme la CARS et la DOS-2. Il y a aussi des outils spécifiques au TSA comme le PEP3, la BEX, le TTAP, et des outils qui ne nécessitent pas ou quasiment pas le langage, des compétences au niveau du langage, comme la WISC non-verbale et le KBC2. Il y a aussi des échelles d'intelligence comme la WIPSI, le WISC et la WISE. On peut voir aussi des tests au niveau de fonctions exécutives, de l'attention comme la TEACH, au niveau de la théorie de l'esprit, et aussi des outils qui évaluent les capacités adaptatives de la personne dans les situations de la vie quotidienne, comme la Weiland 2. Comme vous voyez en fait sur la première, sur les outils diagnostiques, on voit aussi des échelles qui sont complémentaires et qui nous permettent d'évaluer le niveau d'anxiété et de la dépression chez la personne. Il faut préciser qu'il s'agit de questionnaires de auto-évaluation. Donc pour les personnes qui sont déficitaire, c'est un peu plus compliqué en fait d'accéder à ces types d'échelles. Et maintenant, on va évoquer les outils qui sont fonctionnels. Donc, l'ABA joue un rôle crucial au niveau de la mise en œuvre et l'interprétation de ces évaluations-là. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, ces outils sont utilisés pour évaluer différents domaines de compétences, mais chacun a sa spécificité. Le curriculum de l'SDM, c'est plus adapté pour l'accompagnement précoce, par exemple. Le VBMAP et la BLLS est plus centré sur tout ce qui est langage. La FLS met la lumière au niveau des compétences de la vie quotidienne, la vie communautaire et pré-professionnelle. Le FL cible les compétences de base et les prérequis pour la vie en collectivité. Tous ces outils se complètent et peuvent être utilisés de façon complémentaire. Donc, on peut combiner plusieurs échelles. Je vais passer la parole à Neti Pastour, qui va vous présenter le pourquoi on propose un outil d'évaluation, à quelle fréquence des conseils, parce que voilà, on ne peut pas avoir de certitude par rapport à ça, mais quelques conseils par rapport aux fréquences, et quels sont les éléments à prendre en compte pour choisir un outil d'évaluation. Merci. Merci. Alors, comme vu précédemment avec ma collègue, il existe une multitude de tests. Ces tests vont en fait permettre de répondre à des objectifs bien différents. On peut utiliser par exemple les évaluations dans un but diagnostique, par exemple pour déterminer si une personne présente un TSA, mais également s'il y a des troubles associés, un retard de développement, un trouble de l'attention, encore un trouble de l'humeur. Ça va permettre en fait d'avoir une reconnaissance et d'avoir déjà un premier accès à un accompagnement adapté. Elles peuvent également permettre de mesurer les capacités cognitives et ainsi de situer les forces et les difficultés que peut présenter une personne. Chaque individu avec un TSA, comme on l'a vu, ça a pu être présenté ce matin, a un profil unique. Donc il va être très important d'évaluer les compétences cognitives, adaptatives et émotionnelles afin de cerner au mieux les besoins de prise en charge d'outils et de stratégies d'accompagnement à mettre en place. On peut également, en identifiant les acquis, les atouts et les adaptations nécessaires à l'individu par le biais d'évaluation, dégager des pistes d'orientation adaptées. Par exemple, on va peut-être, selon ses capacités, selon comment aussi il va être en interaction avec les autres, l'orienter vers un ESAT, un FAB ou même en milieu ordinaire, mais avec des adaptations. Elles peuvent aussi également permettre de définir des actes d'intervention. Donc ça va être très utile donc, dans tout ce qui va être donc, projet personnalisé, mise en place d'objectifs opérationnels, et ça on va beaucoup se baser sur tout ce qui va être évaluation fonctionnelle. Par exemple, ça va permettre d'identifier les acquis et les compétences qui sont en cours d'émergence. Donc grâce à ça, on peut orienter la prise en charge, on peut s'appuyer sur les acquis pour travailler et s'intéresser à ce qui est en cours d'émergence afin d'accompagner l'individu dans leur acquisition.
Et pour finir, il va y avoir des réévaluations parce qu'en fait, les capacités d'un individu n'est pas figées. Et donc, ça va permettre de réévaluer l'individu et d'adapter nos axes d'intervention et les stratégies d'accompagnement. Tu peux changer. Alors, ensuite, donc déjà savoir dans quel but on va réaliser notre réévaluation nous permet déjà de nous orienter vers tel ou tel outil. On ne va pas utiliser le même outil dans le cadre d'un diagnostic ou dans le cadre de recherche d'un axe d'accompagnement. Par contre, on va pouvoir se baser sur des critères pour essayer de décider quelle évaluation sera le mieux pour le jeune. Certains tests, comme ça a été vu, surtout ceux qui sont étalonnés, les tests psychométriques, certains tests sont conçus pour des tranches d'âge précises et doivent être choisis en fonction du développement de la personne. On peut donc prendre en compte l'âge réel de la personne, mais également son niveau scolaire. Lors d'une évaluation diagnostique, il va y avoir des éléments, des particularités qui vont ressortir, comme un retard de développement, le retard de langage, un type de communication particulière. Et ces éléments vont également être très importants afin de choisir les tests en fait, qu'on va prendre pour compléter en fait, ce qu'on a déjà réalisé. Le discours des familles est également un élément très important à prendre en compte parce que les familles sont les principales connaisseuses de leurs proches et apportent des éléments qui peuvent permettre d'adapter le choix des évaluations. Ensuite, il va y avoir donc le mode de communication que le jeune va avoir, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont être verbaux, il y en a d'autres qui ne le sont pas, il y en a qui vont passer par des pictogrammes pour communiquer et on ne peut pas proposer à un enfant non verbal ou un adulte en fait non verbal les mêmes tests qu'un adulte verbal. Par exemple, pour un adulte non verbal, on va préférer des outils comme l'EFL ou encore le PEP3. Il va y avoir aussi le niveau de compréhension. Donc là, le niveau de compréhension, il est vraiment dans le cadre où qu'est-ce que la personne en face comprend de ce qu'on lui dit. Dans ce cadre-là, en fait, il va y avoir des tests qui vont demander beaucoup en fait de consignes orales et qui demandent de bien comprendre en fait ce qui est dit. Donc dans le cadre d'un enfant d'une personne qui va avoir des difficultés à comprendre en fait les consignes verbales, on va s'orienter vers des tests qui en ont très peu, comme par exemple le cas ABC2. Et pour finir, il va y avoir le degré de coopération, c'est-à-dire qu'il va y avoir des jeunes qui vont présenter par exemple des comportements défis, des angoisses en situation de test ou encore des difficultés à rester en interaction prolongée. Dans ce cas-là, il faut adapter les situations de test et s'orienter vers des tests plus courts ou, si ce n'est pas possible, réaliser les évaluations en fait, en séquencé. Tu peux changer. Donc là, comme avait dit ma collègue, donc il va y avoir des moments un peu phares pour faire passer les évaluations, mais qui ne sont pas forcément immuables. C'est des moments un peu qui sont dits, mais voilà, il y a toujours moyen de s'adapter. Il faut toujours penser qu'il faut s'adapter. Donc il va y avoir lors de l'admission dans une structure pour définir un projet personnalisé à l'arrivée de la personne et pouvoir adapter ce qui lui est proposé. Lors d'un changement de cycle également, par exemple s'il passe du collège au lycée, afin d'ajuster les besoins et d'évaluer les acquis et les axes de travail à poursuivre. Et enfin, lors d'une orientation vers un autre dispositif. Si une personne, par exemple, doit passer d'un ULIS à un IME, il est essentiel d'évaluer ses acquis pour assurer une transition fluide. Donc, en règle générale, les réévaluations doivent être réalisées régulièrement, car elles permettent de suivre l'évolution des compétences, parce que comme on l'a vu, c'est pas figé, c'est des choses qui bougent, et d'ajuster les interventions. Ça va aussi permettre d'être sûr que ce qu'on est en train de faire actuellement avec le jeune permet en effet de le faire évoluer sur ce sur quoi on veut travailler avec lui. Et donc d'adapter et d'ajuster aussi en fonction des nouvelles difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc, par exemple, pour les tests psychométriques, on va être plutôt sur des évaluations qui vont avoir lieu tous les 2 ans, parce que ce sont des tests en fait, qu'il ne faut pas montrer trop souvent aux jeunes, parce qu'il peut y avoir un effet d'habituation. Et il va y avoir donc les tests fonctionnels. Ça, c'est très intéressant parce qu'on peut les faire de manière beaucoup plus rapprochée et en choisissant peut-être des parties qui nous intéressent, en le faisant tous les 6 mois et 1 an, afin de suivre les progrès en communication, autonomie, socialisation et d'adapter la prise en charge. Donc, pour illustrer nos propos, on a choisi de vous présenter le cas d'un jeune de 14 ans qui est scolarisé en ULIS, présentant une communication expressive, limitée et non fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément verbal, il utilise très peu de mots. Et pour lequel nous avons des incertitudes sur ses compétences de compréhension. On ne sait pas ce qu'il comprend. Dans ce cas-là, on s'est retrouvé avec le choix de lui faire passer la WISC non verbale, le TTAP, la Vineland ou le FL, ce qui fait beaucoup de tests différents. Donc, ce qu'on a pris en compte, c'est que ce jeune présente également des troubles du comportement qui gênent la coopération. Donc, il ne peut pas rester très longtemps en situation de test. Et nos objectifs étaient d'estimer son niveau de communication, d'ajuster son orientation et de définir les objectifs de travail.
Nous avons donc décidé de nous tourner vers le WISC non-verbal, donc vu qu'il ne parle pas, pour évaluer son niveau intellectuel. On a également utilisé le PEP3, uniquement la partie langage, bien que ce test soit destiné aux personnes jusqu'à 7 ans et demi, car sa passation est très rapide par rapport aux autres évaluations qui étaient possibles. Et par rapport au niveau développemental du jeune, en fait, ça reste totalement valide. Enfin, on a choisi l'EFL, qui est un test non verbal et qui permet d'identifier les compétences essentielles dont l'absence peut être à l'origine de comportements défis. Voilà. Et pour finir, on a voulu vous donner peut-être quelques conseils. Déjà, ce serait qu'il faut... Alors, il est important... Alors, on vous a dit tout à l'heure qu'il fallait prendre en compte l'âge réel de la... On peut prendre en compte l'âge réel de la personne, mais le plus important, ça va être son âge développemental. Parce que, par exemple, on peut avoir un adulte qui va avoir 20 ans, mais qui a un âge développemental de 12 ans. Ça va peut-être être plus intéressant donc, de lui faire une évaluation pour des personnes de cette tranche d'âge-là plutôt que pour un adulte. Il vaut mieux choisir aussi des évaluations qui peuvent parfois nous paraître difficiles pour le jeune plutôt que trop faciles et qui risqueraient de ne pas apporter d'éléments concluants. Après, bien sûr, en fonction de ce qui ressort, on peut totalement ajuster et repasser sur l'évaluation un peu plus simple. Enfin, les échelles, comme a pu dire ma collègue, elles se complètent entre elles. C'est-à-dire qu'on peut vraiment venir et en fait, en fonction de ce qu'on cherche chez le jeune à évaluer, prendre les parties en fait qui nous intéressent pour créer en fait l'évaluation la plus adaptée pour lui, comme on a pu faire en fait avec le PEP3 pour le jeune qu'on vous a présenté tout à l'heure. Voilà, merci. Alors merci Nettie, merci Katerina pour cette présentation. Alors donc là on a vu les outils d'évaluation et pour le coup donc au niveau somatique, Madame Créti, Docteur Arif da Silva et Madame Fillot, quels sont les outils ? Bonjour à tous. Donc Madame Créti, je suis infirmière coordinatrice pour l'UMIEST. Déjà, je vais commencer par vous définir les deux missions essentielles de l'infirmier au sein de cette unité mobile interdépartementale. Donc la première, c'est bien sûr la coordination du parcours médical des patients que nous accompagnons au quotidien. Et donc la deuxième mission, c'est d'aider au maximum à définir une étiologie somatique aux troubles du comportement qu'on retrouve chez nos patients. Alors, ouais, non, c'est là, c'est bon. Non, avant. Voilà. En fait, le premier outil, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est vraiment la pluridisciplinarité, le regard croisé. On travaille tous ensemble, toutes professions confondues. C'est-à-dire que là, très honnêtement, l'éducatif nourrit le sanitaire et inversement, sans oublier bien sûr la famille, l'entourage, qui nous aide quotidiennement un petit peu à définir et à nous alerter sur les problématiques somatiques. Les problématiques somatiques, elles vont émerger d'un trouble du comportement qui n'était pas présent jusqu'ici, d'un changement dans la vie du quotidien. Enfin voilà, il y a des petits signes comme ça. Seuls les acteurs du quotidien qui gravitent autour du patient qu'on accompagne peuvent nous alerter, peuvent nourrir un peu cette recherche d'une étiologie somatique. Après, évidemment, il y a des outils qui existent pour essayer d'objectiver un petit peu ces données-là. Donc là, je vous ai mis une des grilles qu'on utilise, notamment sur les structures, donc sur les établissements médico-sociaux, donc qui est la grille JEDI. C'est une grille que vous pouvez retrouver très facilement sur Internet et qui permet vraiment de coter, d'identifier un petit peu, notamment sur la douleur, et de pouvoir un petit peu repérer dans le quotidien du jeune qu'on accompagne les moments où il y a une douleur. Alors après, il y a toute une procédure pour les remplir, ces grilles JEDI, donc je vous invite à regarder un petit peu les détails. Mais c'est un outil qui permet, encore une fois, d'objectiver un petit peu l'évaluation de la douleur. Après, donc, il en existe d'autres, à adapter évidemment au degré de compréhension donc du jeune TND que nous accompagnons. Donc là, je vous ai mis une slide avec donc l'échelle visuelle analogique. Il en existe aussi bien d'autres. On peut très bien utiliser des pictogrammes avec un corps humain et
encore une fois, selon le degré de compréhension du jeune accompagné, pouvoir identifier quelle partie du corps peut être inconfortable, peut être sensible. Il faut quand même, on a quand même quelques points d'alerte sur les étiologies somatiques, hein, comme le dentaire, comme donc tout ce qui est relatif au transit, tout ce qui est relatif donc aux problématiques ORL. Enfin voilà, tous ces grands points-là. De par le manque de communication donc du jeune accompagné, doivent être des éléments d'alerte et des points de veille médicale particuliers. Donc, 2 autres grilles qui, là, nous permettent un petit peu de réajuster les thérapeutiques. Alors, donc il y a une grille, donc celle que vous voyez là sur l'écran, vous permet un petit peu d'évaluer le comportement de notre patient TND avant la modification du traitement. Voilà, donc en fonction d'un trouble du comportement, on va évaluer comment le jeune se comporte, etc. Il va y avoir une modification thérapeutique et du coup, l'autre grille, donc sur la slide suivante, nous permettra donc d'évaluer l'efficacité du traitement mis en place. Donc ça, encore une fois, ce sont des grilles qui sont utilisables, exploitables dans les institutions. Au domicile, c'est extrêmement difficile de pouvoir les appliquer. Néanmoins, on peut aussi réfléchir en collégialité avec tous les acteurs éducatifs, paramédicaux, médicaux. Et donc là, donc sans transition aucune, donc du coup je passe la main donc à Andy Consult. Avec le docteur Arif Da Silva et Florence Fillot. Alors je suis Arif Da Silva, je suis médecin généraliste, affilié à la Andy Consult du pôle Cristal, dont le médecin responsable c'est le docteur Paul Joly qui n'a pas pu être présent. Je suis également médecin responsable de l'équipe mobile, unité résidentielle dédiée aux soins somatiques du 75 et du 93. Je suis avec... Pardon ? Peut-être approcher plus le micro. Ouais. Je suis également médecin responsable de l'équipe mobile, unité résidentielle dédiée aux soins somatiques du 75 et du 93. Je suis avec Florence Fillot, qui est infirmière à la Andy Consult. Alors, nous allons vous faire une brève présentation de l'Andy Consult. La Andy Consult du pôle Cristal, c'est le premier dispositif créé en 2018 avec le soutien de l'ARS Île-de-France. Les motifs de recours sont principalement l'exploration de comportements problèmes tels que l'auto- et l'hétéroagressivité ou parfois l'agitation psychomotrice. Parfois, il peut s'agir d'un bilan de santé global. Les phrases qu'on entend généralement en consultation, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu de médecin. Il a un médecin traitant, mais il ne peut pas l'examiner. À chaque fois qu'il y a un souci, il doit aller aux urgences. La population cible est faite d'enfants ou d'adultes. Dans notre file active, nous avons des patients porteurs de tout type d'handicap, surtout ceux du trouble du spectre de l'autisme. Les patients sont généralement des usagers de structures médico-sociales conventionnées. À ce jour, ils sont au nombre de 260. Par rapport au déroulement de la consultation, nous allons vous faire une brève présentation. Ça, c'est Florence. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Florence Fillot. Je fais partie d'une équipe qui participe à la Andy Consult. On est 3 infirmières à temps plein et un médecin généraliste. On assure une consultation sur des créneaux horaires qu'on a adaptés. Ce sont des consultations qu'on veut longues. Généralement, c'est des créneaux d'1h30. Dans des locaux qui sont grands, qui ont été adaptés. On retrouve dans notre salle de consultation un lit médicalisé, un fauteuil de prélèvement. On a également beaucoup de médiateurs, des médiateurs thérapeutiques. On a une colonne à bulles. Tout est fait pour que le patient qui vient en consultation avec sa famille et avec les référents des différentes structures médico-sociales soit mis en confiance pendant la consultation. On réalise une observation, une prise en charge globale du patient. Tout ça se fait pendant la consultation. Il y a d'abord une grande période d'observation médicale pendant lequel le médecin va recueillir beaucoup d'éléments, le parcours de l'enfant, son suivi vaccinal, de la naissance, les différentes hospitalisations, tous les suivis médicaux qu'il a pu avoir jusqu'à présent. Cette période où le médecin fait le recueil est aussi pour nous une période d'observation clinique qui nous permet en tant qu'infirmière, avec l'aide des aidants qui sont là, de pouvoir juger du comportement de l'enfant et de la personne pour adapter et gérer au mieux comment va se dérouler la consultation.
On réalise bien entendu des soins infirmiers durant cette consultation, tels que des prises de sang, des électrocardiogrammes, on réalise des vaccinations. On peut aussi également faire passer des spécialistes qui sont présents au sein de notre pôle Cristal. Donc on a la chance d'avoir un dentiste, une pédicure podologue, également une sage-femme, un gynécologue. Donc on peut faire appel à tous ces spécialistes pour qu'ils interviennent durant la consultation, ce qui évite une multiplicité des lieux de consultation pour les patients et qui diminue le stress des familles et des patients à devoir consulter dans plein de lieux différents. Durant la consultation, on peut aussi également avoir recours à l'utilisation du méopa. Donc, c'est un mélange équimolaire de protoxyde d'azote. Donc, c'est un gaz qui réalise une légère anxiolyse du patient et qui nous permet de l'apaiser un petit peu pour qu'on puisse réaliser au mieux et dans un cadre rassurant tous les soins qui vont être demandés. Notre consultation permet aussi, du fait de notre position au sein du pôle Cristal, d'avoir un renfort de personnel, un renfort en équipe pluriprofessionnelle. On a des aides-soignantes qui nous aident. On a aussi l'équipe mobile du UR, donc l'unité résidentielle qui se situe aussi dans nos locaux et qui nous permettent, quand les consultations sont parfois un petit peu plus complexes, d'avoir un renfort de personnel au sein de notre consultation pour essayer au mieux d'arriver pas à un diagnostic, mais à une compréhension de quel est le trouble ou qu'est-ce qui a amené à consulter. Et je voulais juste préciser que les handiconsultes essayent de se généraliser. À l'heure actuelle, il en existe également dans le 94, dans le 95, et il me semble que c'est tout. Et nous dans le 93. Ok, et sur Paris. Super. Catherine, la slide suivante pour Claire. Oui, pour compléter un petit peu ce qu'on vient de dire, en fait, notre cheval de bataille, il va se situer à plusieurs niveaux. Déjà, on va être dans l'anticipation, dans la prévention. Donc, grâce à l'organisation de toutes ces consultations-là, avec donc le pôle Handiconsulte et puis donc le réseau Rhapsodif aussi, Handigynéco. Enfin voilà, il y a pas mal maintenant donc de dispositifs qui existent. On essaye aussi de travailler avec donc la médecine de première ligne pour les former davantage, pour pouvoir les accompagner aussi, parce que aussi des médecins traitants qui sont tout à fait disposés à recevoir ces patients TND et à les accompagner et qui le font très bien. Donc il faut aussi soutenir ces médecins et ces professionnels libéraux. On est aussi, donc là c'est l'anticipation, la prévention en organisant donc des consultations régulières, mais on est aussi dans l'action, c'est-à-dire que devant un trouble du comportement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui apparaît de manière soudaine, là c'est à nous, professionnels pluridisciplinaires, de réfléchir ensemble sur une étiologie somatique. Et donc là, effectivement, on se réunit, on discute, on échange, on croise un peu les regards, et après on réoriente vers les spécialistes et vers les plateaux techniques un peu plus soutenus, comme nos partenaires sur la Salpêtrière et puis bien d'autres. Mais on sait très bien que les hospitalisations itératives de nos patients TND sont extrêmement délétères et qu'on arrive souvent à devoir les hospitaliser dans des conditions extrêmement compliquées, inadaptées. Et il y a clairement une perte de chance. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on puisse tous agir dans ce sens-là, sur ces deux axes, vraiment le diagnostic précoce et la prévention donc des étiologies somatiques. Alors pour faire du coup une ouverture un petit peu vers l'avenir, on sait on s'oriente quand même vers un développement des nouvelles technologies au service justement de l'accès aux soins, notamment, et on en a un peu parlé tout à l'heure dans la journée, mais donc la désensibilisation aux soins. Donc elle peut se faire maintenant grâce à à la réalité virtuelle. Donc c'est encore très très onéreux et pas assez développé. Néanmoins, c'est quand même quelque chose qui va
qui tend à se développer. La désensibilisation, elle existe par ailleurs par des moyens beaucoup plus simples au sein des structures médico-sociales, mais aussi au domicile. On a parlé des consultations blanches. Donc aujourd'hui, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent et qui sont plus accessibles aujourd'hui pour pouvoir un peu faire une habituation aux soins, une désensibilisation aux soins. Et puis aussi le développement de la télémédecine avec maintenant quand même des dispositifs de plus en plus performants pour pouvoir pallier aussi l'absence de médecins, voilà, et puis aussi faciliter l'accès donc à ces consultations pour nos patients TND pour lesquels le déplacement sur un lieu de consultation est compliqué, pour lequel malgré les consultations blanches, être face à un médecin, ça reste difficile. Donc voilà, il faut pouvoir quand même continuer à accompagner sur le plan somatique ces patients-là. Donc là, la technologie vient quand même bien nous aider et voilà. Et à l'avenir, ça va se développer et on l'espère vivement. Merci mesdames, merci docteur pour la présentation de la partie somatique. Et donc pour faire le lien, les méthodes d'accompagnement adaptées. Donc je vais laisser la parole à madame Vallasuso, madame Rodriguez et monsieur Renaud pour la présentation. Moi je suis Sébastien Renaud, je suis psychologue chez UMIEST, porté par le groupe SOS. Et vous êtes déjà présenté, vous. Du coup, là, l'idée, c'est de rentrer un petit peu dans les détails sur les outils d'accompagnement, entre guillemets, spécifiques. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, je voudrais juste faire un petit paragraphe sur les méthodes d'accompagnement éducatives pour nos TND qui sont préconisées et adaptées. On est plus sur des méthodes dites éducatives, psycho-éducatives et développementales actuellement. Comme par exemple l'ABA, l'analyse appliquée du comportement, j'imagine que ça parle à pas mal de personnes. L'ABA, c'est entre guillemets un cadre théorique et pratique qui va guider du coup des actions sur des intervenants. L'objet d'étude, ça va être le comportement en tant que tel, et l'ABA puise du coup ses ressources sur la recherche expérimentale et du coup propose des procédures comportementales spécifiques à mettre en place de façon appliquée chez nos populations. Donc c'est des procédures assez précises, mais l'objectif, ça va être d'enseigner et de maintenir des comportements socialement adaptés. Ça peut être des comportements d'autonomie quotidienne, comme apprendre à prendre sa douche, apprendre à faire ses lacets, apprendre à rester assis tout le long d'un repas, des comportements de socialisation, apprendre à interagir avec des pairs, des comportements de communication, réussir à faire des commentaires, réussir à répondre à des questions, etc. etc. En fonction, en tout cas, des évaluations qui auront été réalisées a priori. Et l'autre aspect de l'ABA, c'est de la prévention et en tout cas de la réduction de ce qu'on peut appeler les troubles du comportement, comportement défi, comportement de challenge, etc. De par aussi une analyse de ces troubles dans leur environnement. Il y a quelques outils que je vais pouvoir vous montrer vite fait après. Et par la mise en place du coup de procédures bien spécifiques. Tout en sachant que les troubles du comportement n'apparaissent pas de but en blanc. C'est tout l'objet du coup de l'analyse appliquée du comportement, c'est d'identifier la fonction de ceux-ci pour ensuite pouvoir enseigner un comportement en général adapté et qui pourra répondre à la même fonction que précédemment le trouble dans son environnement. Autre méthode d'accompagnement qui peuvent être proposées, on a le SDM qui est du coup une approche, elle, à la fois comportementale et à la fois développementale. Vraiment pour les petits, c'est entre 1 et 5 ans si je ne me trompe pas, et ça va se baser sur des curriculums de compétences qu'on est censé observer en fait chez un enfant neurotypique à cet âge. Et du coup il y a 4 âges qui sont identifiés et du coup ça emprunte des procédures et des techniques de l'ABA, mais surtout sous forme de jeu en fait, où on va rentrer des compétences au travers du jeu avec l'enfant. Autre approche recommandée qu'on connaît aussi pas mal, c'est l'approche Teach, qui est beaucoup connue sur son versant structuration, mais c'est pas que Teach, c'est un programme en tant que tel en fait. Enfin, en tout cas aux États-Unis c'est un programme hyper large sur des années et des années. En France c'est vachement connecté sur de la structuration, mais l'objectif de Teach du coup ça va être d'aménager l'environnement pour le rendre plus clair, plus compréhensible et plus prévisible pour nos usagers, pour encore une fois en fait promouvoir l'autonomie.
Donc ça passe par de la structuration des lieux, ça peut aussi passer par de la structuration, et ça doit, des activités et des tâches qui sont assignées. Et il y a d'autres approches recommandées que je ne connais pas spécifiquement, donc je vous laisserai consulter. Du coup, si on passe sur les outils spécifiques, petit accent sur pourquoi je parle d'outils de compensation et pas forcément d'outils éducatifs. J'aime bien parler d'outils de compensation parce que c'est important de noter qu'on met en place des outils pour compenser un déficit quelque part en fait. On ne va pas mettre des outils en place par rapport à un diagnostic, en fait, TSA n'est pas égal à emploi du temps visuel et TSA n'est pas égal à classeur de communication PEX, par exemple. C'est par rapport à un déficit. On met en place des outils si l'environnement actuel ne permet pas un niveau d'autonomie en fait suffisant chez l'individu. Parce que plus on met d'outils, plus en fait on va peut-être surcharger l'accompagnement. Il faut savoir que ces outils doivent être également mis en place sur tout le lieu de vie de l'usager et qu'il puisse aussi le suivre en fait tout au long. Donc je mets juste un petit wording par rapport à ça. Et du coup les outils qui vont être présentés, je voudrais juste pas que ça fasse un starter pack de la prise en charge TSA. Voilà. Premier type d'outils qui peuvent être assez facilitants sur les prises en charge et en tout cas maintenir à des niveaux bas de troubles du comportement, ça va être les outils de structuration temporelle qui veulent eux nous permettre en fait de quantifier un petit peu le temps qui passe et d'augmenter la prévisibilité des événements. Donc on peut avoir le fameux time timer, ça peut être des sabliers comme des minuteurs. Eux du coup ils vont être utilisés spécifiquement pour indiquer le temps d'accès par exemple à une activité plaisante. Si on a des usagers qui ont du mal à interrompre une activité plaisante type l'informatique, le fait de connaître à l'avance le temps alloué à cette activité va faciliter du coup son interruption lorsqu'on lui demande et la transition vers une autre activité. Ça peut être aussi utilisé pour indiquer le temps d'effort à fournir en fait sur une activité déplaisante. Personnellement, j'aime pas le sport. J'aimerais bien en fait qu'on me dise quand je vais courir en fait combien de temps en fait j'ai à courir et qu'on me dise pas juste cours en fait. Donc ça peut être facilitant pour ça. Ça marche bien pour les événements pour lesquels on a un bon contrôle en fait. Par contre sur d'autres événements on n'a pas forcément la durée précise. Par exemple un trajet en voiture, on est assez tributaire en fait de la circulation, il peut y avoir des accidents etc. Et si on met un timer, on n'est pas sûr de le respecter de nous-mêmes. Donc ça n'a pas forcément de sens. Et dans ce cas-là, en fait, on peut avoir un truc un peu plus malléable comme le contrat d'attente, là, où là, l'éducateur, l'intervenant, va positionner au fur et à mesure de ce contrat d'attente, en fait, des jetons. À la fin des jetons, là, 5, en fait, ça veut dire que le temps est écoulé et qu'on passe à la transition suivante. C'est clair ? Des outils aussi de structuration du temps qu'on voit pas mal, c'est ce qu'on appelle les emplois du temps visuels. Alors les emplois du temps visuels, ils ont pour fonction, eux, d'indiquer les événements qui vont se produire soit sur une journée, soit juste l'événement suivant. Ils peuvent être de différentes longueurs. Ça peut être juste de maintenant, après, ensuite, ou jusqu'à des emplois du temps qui sont carrément au mois en fait. C'est encore une fois à adapter en fait au niveau de compétences et de compréhension de l'usager. Ils peuvent être aussi de différentes modalités. On peut utiliser des mots écrits pour ceux qui sont lecteurs ou pré-lecteurs. On peut utiliser des images, on peut utiliser des pictogrammes. On peut également utiliser des objets concrets pour ceux qui ne donnent pas de sens en fait à des supports bidimensionnels, comme c'est le cas en dessous. On a la balle qui j'imagine veut dire je vais aller en senso, des stylos je vais aller travailler. Le verre, je vais aller à la cantine, et le quatrième, je ne sais plus ce que c'est. Peut-être une lecture, je ne sais plus. À savoir que les emplois du temps doivent être mis en place de façon assez échelonnée. On ne peut pas lancer des emplois du temps comme ça. Il faut apprendre leur utilisation et apprendre à quoi correspond chacun des indices. Donc on commence au départ en donnant un à un et en guidant du coup l'usager à se rendre à l'endroit correspondant pour augmenter ensuite progressivement la longueur de l'emploi du temps. C'est tout. Des autres outils visuels qu'on peut voir aussi apparaître dans pas mal d'établissements, c'est ce qu'on appelle des séquentiels. Donc ça va être des guidances qui vont en fait aider l'apprenant et aider l'usager à émettre des comportements d'autonomie dans un ordre précis. Donc ça va être
pour des comportements complexes, de type se laver les mains, prendre sa douche, mais ça peut aussi être utilisé sur des habituations aux soins. Si on a un acte de soin, je ne sais pas, par exemple prise de sang, on peut séquencer en fait tout le déroulé de la prise de sang de façon imagée ou avec des objets ou avec des photos pour indiquer et prévenir en tout cas l'usager de ce qui va se produire. Et on peut aussi ajouter des petits temps de pause, etc. pour remarquer... éviter que ça devienne trop aversif. On a aussi des supports visuels, des vidéos comme Ben le Koala, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de guider au brossage de dents. Et ça peut être aussi des applications sur des montres connectées qui vont pouvoir, étape par étape, après appui sur celle-ci, en fait, enseigner quels comportements sont à réaliser, encore une fois, pour obtenir une autonomie suffisante. Pour l'habituation aux soins, vous pouvez consulter Santé BD notamment. Effectivement. Enfin, les outils qui peuvent être utilisés cette fois pour développer la communication expressive, donc ça va être nos communications augmentatives ou alternatives. Augmentatives dans le sens où elles sont mises en place si le verbal n'est pas suffisant. Alternatif dans le sens où elles sont mises en place si le verbal est vraiment absent. Donc sur ces outils, en fait, on peut avoir des applications sur tablette. Encore une fois sous la forme de pictogrammes, de photos, etc. pour formuler des demandes. On peut également avoir, comme je l'ai fait figurer, des outils qui restent en fait sur l'usager et par pointage en fait permettent de formuler des demandes ou de répondre à des questions. On a le classique classeur de communication par échange d'images. On a aussi le Macathon et le LSF qui peuvent être utilisés et enseignés à nos usagers pour exprimer des besoins et des demandes. Les objets tridimensionnels peuvent également être utilisés si l'usager ne donne pas sens en fait au bidimensionnel ou n'est pas en mesure d'imiter des mouvements, donc d'avoir accès à la communication par signe. Et on peut aussi avoir un mix des deux. Maintenant, avec des imprimantes 3D, on fait un peu des trucs de dingo. Par exemple, là, on a un pictobjet. Donc ça va être un pictogramme presque bidimensionnel, mais pas tellement, qui est un peu texturé, mais qui signifie activité vélo ou je veux le vélo. De notre côté, pour pallier un déficit de compréhension verbale, quand on s'adresse en fait à un usager, il ne comprend pas vraiment ce qu'on attend de lui et peut même présenter des troubles du comportement, on peut utiliser des outils d'aide à la compréhension. Donc on peut encore une fois utiliser du bidimensionnel, on peut utiliser des photos d'action, des pictogrammes pour étayer la consigne verbale avec un visuel et rendre cette consigne plus claire. On peut utiliser encore une fois du Macathon ou du LSF. Demander viens comme ça, c'est pas forcément très clair. Viens avec un signe, c'est beaucoup plus clair en fait. Et là, on utilise des chances d'avoir de la coopération avec notre apprenant, qui peut être utilisé toujours les objets tridimensionnels pour ceux, encore une fois, qui n'ont pas accès à de la compréhension sur photo ou image. On peut étayer les consignes verbales avec l'objet réel. Donc, va t'installer à table en présentant une assiette, c'est toujours plus clair. Va te brosser les dents en présentant visuellement la brosse à dents, ça augmente également le niveau de compréhension. Et j'ai aussi mis une planche de choix qui peut être utilisée pour développer les choix, ou en tout cas pour répondre à des questions ouvertes de type « qu'est-ce que tu veux ?» qui en tant que tel du coup est un peu large, et on a pas mal d'apprenants qui ne sont pas en mesure de répondre à ce type de questions. En tout cas, s'ils ne sont pas aidés avec un support visuel. Et aussi des consignes écrites qui peuvent être utilisées pour les personnes qui ont du mal à retenir l'information verbale qu'on leur a donnée, ou pour des consignes qui doivent être réalisées de façon différée dans le temps. En fait. Le fait de l'écrire en fait, a l'avantage de rester en permanence dans l'environnement, alors que le verbal, en fait, il faut y être attentif au moment où on le dit. Si on n'y a pas été attentif, ensuite c'est mort. Autres outils qui sont aussi préconisés et utiles dans l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle spécifiquement des agents renforçateurs. Les agents renforçateurs, ça va être des récompenses, des choses qu'on va utiliser pour valoriser des comportements socialement adaptés. Les renforçateurs peuvent être de différents types. Donc là, on a des renforçateurs un peu tangibles et palpables, classiques, des petites balles. Ça peut être des renforçateurs sociaux, des félicitations verbales, des sourires, des checks dans la main. On peut avoir des renforçateurs sensoriels, on peut avoir des renforçateurs sous forme d'accès à des activités. À savoir qu'un renforçateur est, très personnel. Mes renforçateurs vont être clairement différents des vôtres, en tout cas, et je vous le souhaite. Du coup, c'est hyper intéressant d'évaluer et de connaître en fait les préférences de chaque usager, chaque personne qu'on accompagne en termes de renforçateurs.
pour ensuite pouvoir les utiliser pour soit renforcer des comportements de communication, soit récompenser et valoriser des comportements qui vont être physiquement incompatibles avec des troubles du comportement. Par exemple, si on a un jeune qui, pendant les sorties, en fait, prend les feuilles des arbres pour les manger, on pourrait renforcer un comportement incompatible et valoriser un comportement incompatible qui serait de soit mettre ses mains dans ses poches ou tenir le guidon d'une trottinette. On peut aussi l'utiliser pour renforcer des périodes de temps pendant lesquelles il y a eu une absence d'apparition de troubles du comportement et les augmenter progressivement. En tout cas, c'est hyper important de connaître les préférences des personnes qu'on accompagne et le renforçateur pour pouvoir les utiliser à bon escient. En gardant en tête que quand on utilise des renforçateurs, des récompenses, il faut toujours avoir en tête de comment on va faire pour les diminuer progressivement et que la personne ne soit pas dépendante. Ça va être très utile au début pour que la personne apprenne ce qu'on attend de lui. Ça va bien activer le circuit de la récompense. Mais par la suite, il va falloir très rapidement en fait, les diminuer. Donc pas les donner de façon systématique et faire en sorte que l'environnement actuel maintienne la compétence qu'il a appris avec renforçateur. Et ce qui maintient naturellement ces compétences-là, en général, ça va être de l'approbation sociale, en fait, des félicitations qui vont pas forcément initialement être plaisantes pour nos apprenants, mais qui, s'ils sont associés systématiquement à l'obtention de récompenses, vont devenir elles-mêmes en fait plaisantes. Pour estomper nos récompenses, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des plaquettes de jetons, en fait. Plaquettes de jetons qu'on utilise pour informer à quel moment la récompense va être obtenue. Donc au départ, l'usager va devoir en gagner 1, puis 2, puis 3, etc. avant d'obtenir en fait la récompense souhaitée qu'il aura choisie. Et en fait, les jetons vont devenir en fait à terme des récompenses un petit peu conditionnées. Et on peut arriver aussi sur des économies de jetons réelles, où là, en fait, l'apprenant va récolter du coup des jetons, obtenir des jetons par rapport à des cibles et des comportements attendus. Et à certains moments, en fait, dans la journée, va pouvoir échanger ces jetons contre un panel en fait, de récompenses et de renforçateurs avec des coûts différents. Et c'est là où on a vraiment une notion d'économie, à savoir que s'il n'a pas suffisamment pour acheter la récompense qui coûte 20, s'il n'en a que 5, et ben, il va pouvoir lui apprendre à économiser, c'est-à-dire à ne pas dépenser ces 5 pour pouvoir en récolter de nouveaux et pouvoir les échanger par la suite lorsqu'il en aura 20. Ce qui est bien et pas bien sur les renforçateurs, c'est qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle un effet de déprivation et l'effet de satiété. C'est plus on va donner une même récompense souvent, plus cette récompense elle va être un peu moins fun pour l'apprenant. Et à l'inverse, en fait, moins on va la donner, plus l'usager va être hyper content de la récupérer au moment où on va la sortir. Et du coup, c'est très important de ne pas attribuer une valeur plaisante sur un item en tant que tel, mais d'évaluer en fait, parce que cette valeur peut évoluer au cours du temps et même assez rapidement. Pour ça, on peut faire des évaluations des préférences, là par exemple en pairé. C'est-à-dire qu'on va présenter sur table en fait un potentiel truc que l'enfant aime bien. Donc on a les cubes et on a, je sais plus, un objet sonore. Et à chaque présentation pairée, donc à deux, on va noter l'item qu'il a choisi. On le note sur une grille. On fait ça sur plusieurs fois en fait, et ensuite on fait la somme de celui qui aura été le plus souvent choisi. Du coup, ça va être l'item qui va être le plus plaisant, en tout cas à l'instant T, et qu'on va pouvoir utiliser pour obtenir des apprentissages efficaces. On a certaines personnes qu'on accompagne qui ne sont pas forcément en mesure de faire des choix, qui peuvent même pas, par exemple, rester assis sur une table pour juste faire une petite évaluation. Dans ces cas-là, ce qui peut être fait, c'est ce qu'on appelle une observation en opérant libre. On va observer la personne dans son environnement et noter en fait ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle manipule, qu'est-ce qu'elle regarde en fait, est-ce qu'il y a même des stéréotypies qui apparaissent. On note en fait tous les comportements qu'on voit apparaître, la durée pendant laquelle ils sont émis, et on voit du coup ensuite statistiquement sur des sessions en fait de 20 minutes combien de temps est alloué pour chacun des comportements. Savoir que plus un comportement apparaît sur des durées étendues, plus ce comportement en fait a des chances d'être renforçant. Donc si on a un jeune qui passe 80% de son temps d'observation à regarder par la fenêtre, regarder par la fenêtre, ça peut être utilisé comme récompense en fait.
Et enfin, il y a aussi des questionnaires qui existent, qui sont facilement trouvables sur Internet, avec toute une idée en fait de récompense, de renforçateurs potentiels, et à évaluer du coup si l'individu les apprécie, je ne sais plus quoi dire, pas du tout, un peu, moyen, etc. Beaucoup, ça donne des idées et ça peut être fait du coup de façon indirecte, soit en interrogeant du coup les acteurs proches de la prise en charge, soit la famille, idéalement. Donc tous ces petits outils-là, en fait, ils vont nous permettre de, normalement, obtenir un niveau bas en fait, de troubles, de conserver un état stable pendant plus longtemps, de valoriser des comportements socialement adaptés. Toutefois, c'est pas infaillible, il y aura toujours possiblement des troubles du comportement. Et dans ce cas-là, ce qui est quand même préconisé, c'est de faire une petite démarche un peu analytique par observation de ces troubles du comportement, de ces comportements défis. Pour ça, il y a des petits outils qui existent qu'on appelle communément des grilles d'observation continue ABC de différentes formes. L'idée, c'est d'observer le comportement ciblé dans son environnement et de relater en fait qu'est-ce qui s'est passé dans son environnement avant, qu'est-ce qui possiblement a pu générer ce comportement défi. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment l'environnement physique et l'environnement social a réagi? Et de remplir ces grilles de façon continue, c'est-à-dire à chaque observation du comportement ciblé, de noter en fait ces éléments pour ensuite essayer de les corréler et d'affiner et de formuler des hypothèses sur le pourquoi ce comportement apparaît. Là, dans le cas que j'ai noté, alors je le fais de tête parce que je vois rien, mais c'est Tom à qui on demande de travailler. Il présente un trouble du comportement sous la forme de dégradation de l'environnement, il prend son stylo, il casse avec ses dents, et en conséquence, du coup, moi je lui reprends le matériel des mains pour pas qu'il se blesse, et je lui autorise à faire une pause dans la cour. Là, c'est déjà une première observation, mais ça va pas nous permettre de formuler une hypothèse claire, parce que là, on peut avoir pour hypothèse que il voulait pas travailler, ou alors qu'il voulait la cour. Mais c'est à force de répétition et d'observations répétées qu'on va pouvoir affiner, en fait, si clairement c'était la cour qu'il voulait, ou alors si ce que je lui demandais de faire, c'était embêtant pour lui. Donc ça, c'est des évaluations par observation directe, mais il y a d'autres outils d'évaluation pour formuler des hypothèses sur la fonction des comportements défis indirects qui existent. Là, on a le FAST. Le FAST, c'est un petit questionnaire qui est gratuit sur Internet, que vous pouvez trouver assez facilement. C'est des questions fermées du type est-ce que le comportement ciblé apparaît plus souvent quand il y a des gens autour et moins souvent quand il n'y a personne autour? Et il y a juste à répondre par oui et par non. Donc il y a une 20-25 questions, je pense. Et à la fin, en fait, on entoure sur l'interprétation des résultats les items pour lesquels ça a été répondu oui. Et ça nous permet de définir, ou en tout cas d'émettre une hypothèse sur la fonction du comportement, à savoir est-ce que ce comportement a des chances d'avoir pour fonction l'obtention d'attention, ou de demander quelque chose, ou d'éviter une situation désagréable ou un lieu, ou encore si ce comportement peut avoir une fonction un peu ce qu'on appelle d'autostimulation, c'est-à-dire lorsque le comportement en tant que tel et renforçant pour l'individu, ce qui est le cas chez pas mal de stéréotypies motrices ou vocales comme des écholalies, etc. Pour ensuite pouvoir proposer des procédures adaptées basées sur les approches que je vous ai citées juste avant, et idéalement d'enseigner en fait quelque chose pour remplacer ces comportements, remplacer des comportements alternatifs via les outils de communication alternatifs. Du coup, un second outil que nous avons repris, qui nous a été présenté par l'Usidatu. Aujourd'hui, par exemple, sur une admission en URAT, nous utilisons ce support donc, pour préparer et penser l'accueil des personnes que nous allons admettre. En effet, vous pouvez prendre donc connaissance de leur autonomie, de la communication, l'adaptation, des troubles du comportement, l'acceptation de l'adhésion aux soins, ce qu'aime ou ce qui n'aime pas la personne accompagnée. Donc l'idée, c'est qu'avant une admission, nous réalisons aujourd'hui un mois d'immersion avant cette admission sur notre URAT. Tout au long des immersions, cette fiche d'accompagnement est remplie donc, soit sur nos points partenariales en amont de cette admission durant la commission, et par les équipes elles-mêmes lorsqu'elles interviennent auprès de la personne accompagnée voilà, avant son admission. L'idée, c'est de permettre vraiment, réellement aux équipes d'avoir une information sur l'instant T. Si demain, au sein des équipes, nous sommes amenés à avoir du coup un vacataire aussi, une lecture fluide et les informations en temps réel et des informations clés. Et pour finir, du coup,
Au niveau de la complexité, aujourd'hui, je tenais aussi à vous présenter une formation importante qui peut répondre aux besoins de l'équipe, mais aussi aux besoins des personnes accompagnées. Étant moi-même instructrice PCMA, ça se développe de plus en plus aussi dans les établissements. Donc vous allez me demander peut-être pour certains, qu'est-ce que c'est la PCMA ? C'est une formation en fait qui comprend des techniques de prévention et des diminutions des comportements problèmes. Puis, dans certains cas, l'intervention physique qui permet de sécuriser donc la personne accompagnée, mais aussi les résidents et aussi les salariés. Il s'agit effectivement d'une certification donc diplômante, voilà, avec plusieurs niveaux. Donc, dans notre cas, je forme actuellement mes équipes au niveau praticien 2P, donc sur une formation de 4 jours, 7 heures par jour, pour un total de 28 heures de formation. Au travers de cette formation, donc les équipes, effectivement, ils apprennent à mettre en place de la prévention, car plus on va mettre en place de la prévention et moins on aura de troubles du comportement. On va aborder aussi tout ce qui va être l'adaptation de l'environnement, donc certains sujets. Minimiser effectivement ce qui va être coercitif, travailler sur les comportements problèmes. En gros, voilà, cette formation, elle permet vraiment à la personne accompagnée en état on va dire de crise, de réguler son comportement et donc de pouvoir, au fil du temps, aller vers le comportement attendu. Et aujourd'hui, les retours qu'on a à Neti, par exemple, de l'équipe, c'est que cette formation, elle est primordiale aujourd'hui sur le terrain et elle rassure énormément les équipes, mais elle répond aussi aux besoins des personnes qui sont accompagnées. Voilà. Merci pour la présentation. Alors, je vais être rapide parce qu'on est aussi pressé par le temps. Juste une première question, Caterina et Neti, par rapport à votre présentation. Peut-être revenir sur... j'ai retenu une phrase, donc qu'il était important de prendre en compte l'âge et le développement de la personne plutôt que l'âge réel lorsqu'on fait une évaluation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à ça ? Je dirais que les deux sont très importants. On ne peut pas prendre en compte de l'âge du développement sans prendre en compte l'âge réel de la personne. Il ne faut pas oublier qu'une évaluation, comme on l'a dit tout à l'heure, vise aussi à mettre en place des objectifs pour la personne. Donc, si l'évaluation qui est utilisée ne répond pas à ses besoins derrière, voilà, c'est quelque chose qui n'amène pas en fait finalement au but final d'une évaluation. C'est quand même important de retenir que même pour les personnes qui sont des difficultés, les objectifs en fait de travail, c'est vraiment viser des objectifs qui sont en lien aussi avec l'âge réel de la personne, tout en prenant en compte l'âge du développement, bien évidemment. Mais c'est quand même important de prendre en compte ces paramètres-là et proposer un outil d'évaluation qui correspond à l'âge réel, tout en prenant en compte l'âge de développement et le projet du jeune. Très bien, très clair. Par rapport à la présentation qui a été faite sur les outils somatiques, plus une question pour vous, docteur et madame Fillot, par rapport à l'Handi Consult. Je sais que vous disposez du plateau technique de Villévrard. Est-ce que vous avez des outils, entre autres, que vous utilisez aussi pour faciliter les prises en charge ? Bon, pour répondre, vous m'entendez ? Pour répondre à votre question, déjà la plupart des patients, avant qu'ils n'arrivent, il y a l'usage des pictos. D'accord. Pour qui leur permet déjà de savoir qu'ils vont chez le médecin. D'accord. Et quand ils viennent, la consultation se passe. C'est généralement, ça se fait en plusieurs temps. Il y a des consultations blanches. La consultation, la plupart des patients, ils viennent plusieurs fois avant de passer parfois la porte de la salle de consulte. Oui. On fait plusieurs consultations blanches. Ils rentrent, ils sortent. Donc, généralement, c'est ce qu'on fait. D'accord. OK. On s'appuie aussi énormément sur les structures d'accueil où sont accueillis ces patients, avec souvent un rappel téléphonique en amont de la consultation qui nous permet de recueillir un minimum
d'informations qui vont être utiles sur le comportement du patient, s'il y a une habituation aux soins, s'il faut préparer la salle, si parfois il faut par exemple enlever la blouse blanche qui peut être très anxiogène. Est-ce que l'enfant va venir avec la famille? Est-ce qu'il y a des médiateurs thérapeutiques qui sont amenés? Un doudou, quelque chose qui est rassurant qu'on peut utiliser tout au long de la consultation. D'accord. Et Claire, si vous souhaitez compléter. Oui, je vais juste compléter en fait, effectivement, donc en amont de la consultation, donc à Handy Consult au Pôle Cristal, il y a toute une fiche de liaison qui est envoyée et sur laquelle effectivement on précise un petit peu tous ces petits, tous ces outils, enfin voilà, qui peuvent faciliter la consultation. Donc c'est extrêmement important d'avoir une bonne connaissance du patient pour pouvoir être très précis et faciliter au mieux les consultations. Et il y a aussi la possibilité de donner une prémédication aussi dans certains cas, lorsque au bout d'une ou deux consultations blanches, on s'est aperçu que c'était extrêmement compliqué, on peut voilà, avoir accès à la prémédication. Très bien. Une dernière question, Madame Vallasuso, par rapport aux outils éducatifs. Vous avez évoqué la PCMA. Sur le terrain, je sais que vous êtes chef de service, vous, à l'URAT. Comment ça se passe? Est-ce que la personne accompagnée doit avoir un protocole? Enfin, comment ça se passe pour qu'on puisse, nous, professionnels, pouvoir justement intervenir en utilisant ces méthodes-là? La PCMA va pouvoir répondre à un besoin pour la personne accompagnée, mais elle n'est pas mise en place pour répondre à un besoin d'accompagnement direct. Okay. Par le biais de cette formation, nous allons effectivement former nos équipes, donc les faire monter en compétences, puisqu'on aborde divers points comme tout simplement la communication, l'effet des traitements, l'adaptation du lieu de vie, les renforçateurs, comment les utiliser, enfin voilà. Donc on voit certains items, et après en réalité sur le terrain, effectivement, aujourd'hui cette formation elle est primordiale, puisque par la suite, selon les difficultés rencontrées, ça nous permettra effectivement de réaliser un protocole individualisé pour les personnes que nous accompagnons sur le quotidien en fonction de leurs besoins et de leurs spécificités. Très clair. Merci, on peut les applaudir.